Mes amis, bonjour et bienvenue dans l'émission À votre santé sur TV ADP. Aujourd'hui, le lundi 20 janvier 2025, journée à marquer d'une pierre blanche. Alors, non pas seulement pour cette émission, même si je me fais un plaisir de la faire ce jour même avec mon invité du jour, mais pour l'investiture de Qui vous savez outre-Atlantique. Alors, je ne me fais pas trop d'illusions sur le personnage lui-même, ni sur Elon Musk. Donc, tout le monde connaît bien les vertus transhumanistes. Ceci étant, à la santé, il y a sans doute quelqu'un au nom prestigieux qui risque de faire bouger un petit peu les choses. Il s'agit de Robert Kennedy Jr. Alors, certains me diront que je me fais un peu des illusions. Nous verrons bien. En tout cas, il a, semble-t-il, carte blanche pour s'occuper des grandes sociétés industrielles qui régentent la vie des milliards de personnes à travers le monde, que sont les industries pharmaceutiques et les industries agroalimentaires. Donc, on verra bien à quel point ça peut changer. On verra bien si nos espoirs seront récompensés ou pas. En tout cas, bien malin qui pourra dire de quoi demain sera fait. En tout cas, aujourd'hui, on va parler ensemble de santé, mais également de pathologie, avec le docteur Laurent Schwartz, que je vais accueillir tout de suite. Bienvenue à toi, Laurent. Bonjour. Bonjour à toi. Et puis, j'espère que Laurent, ceci va vous intéresser. Merci Laurent, en tout cas, de nous accorder un petit peu de temps. Je sais que tu es entre deux consultations, ça me fait très plaisir. Je vais brièvement te présenter. Tu as été formé à l'université de Harvard, tu as longtemps travaillé en tant que chercheur à l'école polytechnique, cancérologue à la PHP, et beaucoup de temps de ta vie professionnelle a été consacré au développement des traitements novateurs, des traitements non toxiques du cancer. Notamment avec deux bouquins très intéressants que je vous conseille les uns les autres. Les clés du cancer, qui est paru, je ne sais plus dans quelle année, mais il y a peu de temps. Le cancer est une maladie plus simple qu'il n'y paraît. Il appelle un traitement simple et non toxique. On va sans doute en parler. Et un autre sur le bleu de méthylène, qu'on a déjà beaucoup entendu sur les ondes et dans les différents médias. Le bleu de méthylène, qui est une ancienne molécule, on pourra peut-être en parler aussi. Mais là où on voulait faire le point ensemble, tous les deux, si tu le veux bien, c'était concernant le fait que peut-être que toutes les pathologies que l'on rencontre, notamment chez nous, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies infectieuses, inflammatoires, finalement, est-ce que tout ça, ça serait pas les mêmes pathologies, le même principe, les mêmes mécanismes? On connaît maintenant l'idée que le cancer est plus une pathologie métabolique. Ça, c'est quelque chose qu'on savait depuis un siècle, puis qui a été un petit peu mis à l'écart au profit de l'hypothèse génétique. Et puis ensuite, ça commence à revenir. Sur cette antenne, on a déjà eu aussi plusieurs fois le docteur Ilyes Barli, président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, avec qui on en avait parlé. Il y a aussi en ce moment beaucoup de publications qui circulent de la part du docteur William Mackie sur son Substack concernant des traitements assez simples avec des molécules anciennes sur les pathologies tumorales, mais aussi sur d'autres pathologies, dont les démences d'origine vasculaire ou des démences d'origine sénile. Donc, finalement, on finit par se demander, est-ce que toutes ces pathologies qu'on rencontre et qui sont souvent traitées un peu assurées par les différentes spécialités, est-ce qu'on ne pourrait pas les réduire à un seul et même phénomène? Je vais te laisser la parole. Ok. Il y a de multiples questions là-dedans qui sont toutes liées les unes aux autres. On a, au fil du 19e siècle, séparé les maladies, la neurologie, la cancérologie, la médecine interne et ainsi de suite. Après, les cancers ont été sous-divisés en cancer du poumon, cancer de la prostate, et ainsi de suite. Et puis après, en différents grades, en différents niveaux d'agressivité, et ainsi de suite. Donc la médecine a connu un chemin de division et une sorte d'herbier de différentes maladies sont arrivées au point où on a des milliers de maladies différentes. Et quand on regarde à la biochimie, elles ont énormément de points communs. Dans l'Alzheimer, le cancer, le Parkinson, le principal facteur de risque, c'est l'âge. On fait un infarctus parce qu'on est vieux, on fait un Alzheimer parce qu'on est vieux, on fait un cancer aussi en grande partie parce qu'on est vieux. Alors certes, il y a des gens qui ont plus ou moins de chance, il y a des gens qui le font plus ou moins tôt, mais ce point commun entre les différentes maladies, qui en font souvent une conséquence du vieillissement, est complètement oublié.
Et quand vous allez à un degré de biologie plus poussé, vous voyez les mêmes facteurs de croissance, les mêmes molécules qui sont impliquées, et ainsi de suite. Et notre boulot à nous, parce qu'on est très largement inspiré par les physiciens, c'est de comprendre quelque chose et de simplifier. Il est toujours simple, il est toujours facile de complexifier les choses. Vous rajoutez une couche au complexe, vous avez du encore plus complexe et tout le monde est content, alors que de simplifier, c'est beaucoup plus dur. Et c'est ce que les physiciens sont capables de faire. Ils sont capables de comprendre la physique avec 4 forces. Il n'y en a pas 5, il y en a 4. Il y a la gravitation, l'électromagnétisme et 2 forces nucléaires, fortes et faibles. Et on n'a jamais décrit de 5e force. Et le grand Einstein a passé beaucoup de temps à essayer de faire que ces 4 forces ne soient en réalité qu'une seule force de simplification. Il n'y est jamais arrivé. Tout ça pour dire que la médecine a connu un chemin différent de la physique et que c'est un herbier qui a augmenté de plus en plus alors que les physiciens avaient simplifié. Toutes ces maladies ont plein de choses en commun. D'abord, comme je vous disais, en épidémiologie, on a beaucoup plus de chances d'être malade quand on est vieux que quand on est jeune. Il y a certes des jeunes qui sont malades, mais qui souffrent d'une forme de vieillesse accélérée parce qu'un gène anormal, parce que ceci, parce que cela, que la biochimie est souvent la même. Ce que l'on comprend, c'est qu'une cellule peut faire 2 choses et pas 3. La première, c'est qu'elle brûle. Si une cellule brûle, elle fait du gaz carbonique et de l'eau, c'est ce qu'on fait quand on fait un effort, du jogging que moi je n'arrive plus à faire, mais du vélo que je fais toujours. Et vous faites du gaz carbonique et de l'eau. Vous ne pouvez pas faire de masse, tout va bien. Et une cellule qui oxyde, une cellule qui brûle est une cellule qui va bien. Ce n'est pas une cellule malade. L'oxydation est quelque chose de fondamental. Oui, c'est ça, ce n'est pas une cellule qui prend feu, hein, c'est une cellule qui utilise de l'énergie pour créer de l'énergie. Oui, c'est ça. Et elle brûle. Je vais te le faire un peu plus compliqué, mais ce n'est pas grave. Elle prend les électrons et les protons à la nourriture, donc essentiellement au glucose, se lie à l'oxygène pour faire de l'eau. Et au fond, toi, moi, tout le monde, nous sommes des moteurs à eau, avec toute une ingénierie très compliquée pour ne pas exploser, parce que vous avez des enzymes qui se lient les uns aux autres, tout ça pour ralentir le feu. La deuxième chose que peut faire une cellule, c'est qu'elle peut synthétiser. Donc, si la cellule ne brûle pas, les protons et les électrons qui viennent de l'alimentation ne touchent pas l'oxygène, soit parce qu'il n'y a pas d'oxygène, soit parce qu'elles ne peuvent pas y arriver, et elles vont sortir de la cellule sous forme de masse, de molécules. Ça, c'est le mécanisme de croissance, mais dans chaque maladie, vous avez de la synthèse. C'est-à-dire que vos électrons, vos protons vont sortir sous forme d'interleukines, de cytokines, ça s'appelle une inflammation, de plaques amyloïdes, ça s'appelle le Parkinson, de corps de Lewis, ça s'appelle, plaques amyloïdes, c'est l'Alzheimer, les corps de Lewis, c'est le Parkinson, ou d'une cellule qui se divise en 2, ça s'appelle la tumeur. Donc, pour être malade, il suffit d'une seule chose, c'est que les électrons et les protons ne touchent pas l'oxygène, c'est-à-dire ne forment pas d'eau, donc ils forment de la masse, et ça, c'est le lien commun dans toutes les maladies. Et une autre façon de le dire, c'est si vous regardez à la machinerie cellulaire, dans toutes les maladies, que ce soit l'Alzheimer, le Parkinson, la schizophrénie, la dépression, enfin tout ce que vous voulez, vous avez des anomalies des petites organelles qui servent à brûler, qui s'appellent les mitochondries, que vous retrouvez partout. Donc on se retrouve dans un tableau au fond d'une redoutable simplicité, soit la cellule brûle et tout va bien, vous faites du gaz carbonique et de l'eau, soit elle ne brûle pas et vous faites des maladies. Donc derrière ça se pose la question de comment on peut refaire brûler. Si vous comprenez donc, ça… en fait, tout viendrait d'une pathologie initiale qui est le défaut de fonctionnement des mitochondries dans chacune de nos cellules. Oui, c'est de ce niveau de simplicité. Et ce que tu vas retrouver dans toutes les maladies. Et ce que tu vas retrouver dans l'Alzheimer, le Parkinson, le cancer et ainsi de suite. Les mitochondries, ça se regarde au microscope électronique et dans toutes ces maladies, il y a des gens qui ont regardé
au microscope électronique et il voit bien que les mitochondries ne fonctionnent pas bien. Et puis après, tu as toute une biochimie derrière dont les détails n'ont pas forcément d'intérêt à la seconde, mais qui montrent bien que, au fond, tout ceci est omniprésent. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire pour rebrûler ou brûler mieux? Alors la première chose, c'est évidemment moins manger. Vous allez un peu diminuer l'apport de nourriture. C'est très bien dans toutes les pathologies, là encore de l'Alzheimer au cancer, de faire maigrir les obèses. Si possible, ne pas prendre de sucre. Dans toutes les pathologies, il y a un lien au sucre. Et puis après, il y a les façons biochimiques de faire redémarrer la mitochondrie, c'est-à-dire de rebrûler. Et ça amène au sujet de la conversation bleu de méthylène, dioxyde de chlore, ivermectine, et ainsi de suite. Donc, Alors, justement, sur ces cellules, ces molécules anciennes qui sont un peu remises à l'ordre du jour, le bleu de méthylène, en ce qui te concerne, c'était l'objet de plusieurs émissions et d'un livre. En fait, globalement, d'où est-ce que ça vient et comment se fait-il que malgré toutes les preuves d'efficacité qu'on a pu constater au cours des décennies passées, on ait abandonné ces molécules pour d'autres qui étaient peut-être plus neuves, mais aussi plus expérimentales? Moi, j'ai décidé d'être très, très prudent. Donc, tous les paramètres politiques, j'y comprends rien. Je laisse tomber. Je m'en occupe pas. Je n'en pense pas moins. Mais une chose est claire, le bleu, c'est le plus vieux des médicaments qui soit, de synthèse. C'est le plus ancien, c'est plus ancien encore que l'aspirine ou que le Doliprane. C'est un dérivé du benzène. Et du benzène vont dériver trois choses. Les explosifs, les pesticides et les médicaments. Donc, si tu prends deux noyaux benzène l'un à côté de l'autre, tu as du bleu de méthylène. Et le bleu de méthylène est une molécule extraordinairement puissante. On le découvre en 1965. Ça sera très intéressant, mais avant de poursuivre, il serait possible de régler un petit peu le cadrage. On ne voit pas le menton. Voilà, c'est mieux comme ça. Parfait. Bon, maintenant, on voit mon menton. Très bien. Voilà, très bien. Donc, je reviens sur le bleu de méthylène. Donc, le bleu de méthylène dérive du benzène. Le benzène, c'est la molécule clé de tous les médicaments. Et encore maintenant, pour regarder les molécules qui dérivent du benzène ou du bleu de méthylène, c'est très impressionnant. Et dès les années 1880, c'est-à-dire après la découverte du bleu de méthylène, on remarque que cette molécule a deux intérêts. Premièrement, il permet de colorer les tissus. Deuxièmement, c'est un traitement du paludisme, très rapidement de la lèpre, de la tuberculose, des infections. Je vous parle donc du début du XXe siècle et du cancer. Et il y a des papiers… Pour information, Laurent, en chirurgie digestive, on s'en sert notamment pour tester l'étanchéité des sutures digestives qu'on peut effectuer. Oui, ben, le bleu se voyant, tu suis si tu pisses du bleu ou s'il y a du bleu qui s'écoule là où il ne devrait pas s'écouler. C'est vieux comme tout. Le bleu de méthylène est présent dans tous les chariots d'urgence pour traiter les intoxications, entre autres au cyanure. C'est très intéressant pour tous les militaires parce que tous les agents de la guerre toxique, c'est des poisons de la respiration cellulaire. Donc, si tu peux lever ça au bleu de méthylène, ça arrange les militaires, ou pas, hein, ça dépend de quel côté tu te mets. Donc, dans tous les chariots d'urgence, tu as du bleu de méthylène. Mais je vais revenir à ce que j'essaie de te dire. Donc, au début du XXe siècle, on sait que les cancers peuvent être traités au bleu de méthylène. Et il y a un papier derrière l'autre qui le montre. Alors, c'est des papiers où, évidemment, il n'y a pas encore de scanner, de PET scan ou de biologie très puissante, mais ils ne sont pas cons à l'époque, ils savent mesurer, palper, et ainsi de suite. Et ils disent, tu donnes du bleu à des doses de 400-500 mg, les tumeurs arrêtent de pousser. Les gens restent avec, alors ça dépend des papiers, une prune, une cerise ou
une orange de tumeur, mais les gens vivent une vie normale. Les seules toxicités qu'ils rapportent à l'époque, c'est des irritations vésicales. Et à peu près en même temps, il y a l'émergence de la psychiatrie, où on dit aussi que le bleu est un traitement majeur. Ça, c'est confirmé par des essais randomisés dans la schizophrénie, la dépression, le maniaco-dépressif, enfin, dans toutes ces maladies-là, il y a tout ce que tu veux comme essais randomisés. Et en même temps, il y a des essais sur le Parkinson et il y a surtout des essais sur l'Alzheimer qui sont pour la plupart positifs. Une lecture de la biologie qui est simple. Allô? Oui, c'est bon, on t'entend. Il s'est passé quelque chose? Je peux reprendre? Il y a eu un petit bug pendant quelques secondes, mais tout va bien, on a tout entendu. Donc, on se retrouve avec une biologie qui est simple. Ça brûle pas. Si ça brûle pas, il faut faire brûler. Et ça, le fait de ne pas brûler est la raison des maladies. Et deux, si vous refaites brûler, par exemple, au bleu de méthylène, qui relance la combustion, et les électrons et les protons vont se lier à l'oxygène, les maladies vont mieux. C'était le propos de mon livre. Et comme je ne suis pas un homme politique, je n'ai fait que mettre les doses pour que les gens puissent se servir de ça et arriver à avancer. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le bleu de méthylène, entre autres molécules, serait capable de relancer des mitochondries déjà abîmées? C'est ce qui montre. Tu prends là où les essais modernes sont les plus puissants, c'est en psychiatrie, et tu vois bien que dans les psychoses maniaco-dépressives ou ce genre de maladie, des doses de bleu de méthylène de l'ordre d'un demi-gramme améliorent clairement les malades. Donc, quelque part, les malades sont sauvables. C'est ça que j'essaie de te dire. Après, tu rentres dans des tas de problématiques politiques et ainsi de suite. Mais il y a des éléments qui démontrent qu'on peut aider les malades avec cette molécule. Nous, on débarque là-dedans avec le dioxyde de chlore ou le bleu de méthylène. Ce sont des patients qui m'en ont parlé. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié les papiers anciens, qu'on a regardés sur d'innocentes souris, cette fois-ci canadiennes, qu'elles prenaient du bleu, elles mouraient moins de leur cancer. Et on a validé tout ça en lignée cellulaire. Donc, on est sur un tableau simple, que l'ensemble des maladies sont liées à un défaut de combustion, ou d'oxydation phosphorylative pour parler dans un langage plus scientifique, et qu'il y a des molécules, dont le bleu mais plein d'autres, et probablement l'ivermectine aussi, qui sont des molécules qui sont redoutablement efficaces. Alors, ça c'est quand même très intéressant, d'autant plus que j'ai parlé au début de l'émission, hein, de l'association d'ivermectine et fenbendazole, ou mebendazole, qui est préconisée notamment par le docteur William Makis, médecin de l'Alberta. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir reconsidérer notre façon de voir le cancer? Parce que tout le monde imagine bien cette espèce de crabe dangereux qui menace tout le monde, qui survient sans créer gare et qui peut nous ôter la vie assez rapidement. Est-ce qu'il faut considérer que finalement le cancer c'est une maladie beaucoup plus simple qu'on imagine et qu'on peut se la soigner facilement? Tout le monde imagine perdre ses cheveux, la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie. Quand on y pense, ce Big Three, comme dit Ty Bollinger, c'est assez effrayant et inquiétant pour la population. On a toujours de la peine à voir une révolution qui se passe. Moi, je n'avais pas vu venir la révolution woke, et j'ai été surpris quand tout d'un coup je l'ai vu venir. Là, on voit une autre révolution qui est la fin des maladies, ou en tout cas la fin du cancer. Alors, c'est pas fini, c'est pas carré, c'est pas tout ce que vous voulez, mais au fond, c'est ce vers quoi on avance. Alors, tu parlais du protocole canadien. Au fond, ils prennent du mebendazole, qui est une façon de diminuer l'entrée du glucose dans les parasites. Donc, ça diminue l'entrée de sucre dans les tumeurs de la même façon.
Et ils prennent de l'ivermectine qui aussi joue sur la captation de glucose et sur le métabolisme. Tout ça, c'est les molécules, chacun utilise les molécules qu'il a appris à manier, et au fond, le jury n'est pas sorti pour savoir qu'est-ce qu'il y a de plus efficace. Mais on te dirige toujours vers des manipulations métaboliques qui sont de faible coût et de faible toxicité. D'où la question de comment est-ce que tout ceci se combine avec les thérapeutiques modernes. Toi qui as fait beaucoup de gastro, tu as les Folfox qui ont une forme d'efficacité. Est-ce qu'il faut faire les chimios? Est-ce qu'il ne faut pas faire les chimios? Est-ce qu'il faut les faire plus tard? Est-ce qu'il faut combiner tout ça? Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu toujours peur de faire des conneries. Donc, on a vérifié chez l'animal le fait qu'un traitement métabolique potentialisait la chimiothérapie. C'est-à-dire, si tu prends les deux, c'est plus efficace. Et on avait peur, enfin, on utilise une question scientifique, toujours peur d'avoir l'effet inverse de ce qu'on veut, quoi. Donc, en tout cas, chez la souris, on a vérifié qu'on n'avait pas de problème. Après, ces sujets sont extraordinairement lourds. C'est une vraie révolution. Moi, je ne sais pas manier ce genre de choses. Je suis un explorateur et j'aime bien les équations. Mais savoir comment gérer ce qui est en train de se passer, hors ma main, et ainsi de suite. Donc, ce que j'ai décidé personnellement, c'est de mettre tout sur la place commune. Donc, j'écris des bouquins, j'aime bien l'écriture, et je mets ça sur la table commune. Pour moi, il est hautement probable que les maladies, ça va se finir. Ça ne veut pas dire que la société après sera meilleure. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas autre chose pour mourir ou qu'on mourra autrement. Mais voilà. J'aimerais beaucoup partager ton optimisme, mais je vois aussi d'autres écueils à cette idée que les maladies vont finir. C'est que la situation de l'état immunitaire de nos concitoyens est fortement dégradée en ce moment. Je peux le voir rien que durant les temps d'hospitalisation et les bilans qu'on peut réaliser de routine dans les hôpitaux, où on voit des états inflammatoires assez importants, des carences en vitamines, en protéines, en sels minéraux qui sont assez conséquents et qui pour le moment ne sont pas pris en charge. Donc même, j'allais dire, même avec des belles molécules miracles comme l'ivermectine, le bleu de méthylène ou autre, s'il n'y a pas une autre prise en charge plus globale, on risque fort de se retrouver à nouveau dans des situations d'impasse. Tu as deux systèmes qui bougent. Tu as la population, tu as la façon dont elle gère les différents stress, et Dieu sait combien il y en a, et puis tu as une science qui progresse, et qui progresse toujours par à-coups, de façon imprévisible. Au fond, on nous avait instruit ou dit que seules les recherches ne pouvaient se faire que dans les grands instituts, Harvard où j'ai été ou ailleurs. Et au fond, ce qu'on est en train de voir, nous, c'est qu'une grande partie des recherches se font à domicile par des gens qui sont bénévoles, hors les circuits classiques, et que tout ceci est d'une puissance majeure. Moi, ce que j'ai toujours essayé, c'est de réunir des gens qui pouvaient penser. Ce n'est pas que facile d'arriver à une simplification majeure de la cancéro et ou des maladies qui vont avec. Et deuxièmement, on testait ce qu'on pouvait tester pour vérifier qu'on n'avait pas fumé la moquette. Et c'est pour ça qu'on a vérifié tout ça au Canada, pour être sûr que le bleu, conformément à ce qui était écrit il y a 100 ans, un peu plus que 100 ans, était bien un antitumoral. Après, le développement clinique, il n'est pas à ma main. Il y a plein de gens qui essayent, qui bidouillent, qui rajoutent des trucs, qui en enlèvent d'autres. C'est comme ça qu'on y arrive. Alors, est-ce que les pathologies dégénératives sont forcément à attendre avec l'âge? On sait que c'est dans les 2 dernières années de notre vie qu'on coûte le plus cher à la société, hein, avec les différentes hospitalisations, les médicaments, les différents bilans effectués. Est-ce que c'est inévitable ou est-ce qu'on peut quand même espérer avoir un regain d'énergie ou une possibilité de conserver une énergie vitale jusqu'à la fin de ses jours? On a des gens qui sont vieillis et fatigués très vite,
et d'autres qui, aux alentours de 85-90 ans, sont débordants de santé. C'est pas toujours facile d'essayer de comprendre, de savoir pour quelles raisons certains vieillissent plus que d'autres. Ce qui est clair, c'est que quand tu mets des gens sous bleu de méthylène pour un cancer ou autre chose, ils regagnent du PEPS. Quand tu leur coupes le sucre, ils regagnent du PEPS. Quand tu les mets sous dioxyde de chlore, ils regagnent du PEPS. C'est ce que j'essaie de te dire avant. Nous, on est des explorateurs. On aime bien comprendre. Et on aime bien aller aux grands mythes. Le cancer, à sa façon, est un mythe. On le voit comme le combat du bien et du mal. Les bonnes cellules, les mauvaises cellules, et vas-y que je t'empoisonne pour tuer tes mauvaises cellules. C'est une façon très primitive de voir les choses. Au fond, c'est une histoire de protons, d'électrons et de physique quantique. Ce sont des sujets que les biologistes n'entendent pas, ou pas bien. Mais si tu regardes les détails du cycle de Krebs ou tout ça, c'est jamais qu'une histoire de transfert d'électrons qui vont de droite à gauche. Et on a nommé toutes ces molécules avec des noms impossibles à retenir. Mais au fond, c'est jamais que de la microélectronique. Moi, ce que j'essaie de faire actuellement, c'est, grosso modo, on a l'impression que notre apport sur le cancer est largement fait. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. On a compris la dualité, c'est-à-dire brûler, synthèse. On a des morceaux de traitement, on a des gens qui clairement vont mieux, mais grosso modo, la part de l'intelligence des physiciens ou des matheux autour de moi, elle est faite. Je veux dire, on ne peut plus faire grand-chose d'autre. Il reste plein de choses à faire, mais qui sont du domaine du développement, mais qui ne sont pas du domaine de la percée intellectuelle. Donc, actuellement, on se pose deux questions. Un, c'est l'origine de la vie, parce que le cancer est une explosion de vie. Tu as quelque chose qui naît dans un organe qui fait la vie. Évidemment, le cancer, c'est mortel, mais d'un point de vue biochimique, c'est pas loin de l'origine de la vie. Donc, on travaille là-dessus. Et l'autre sujet qui m'intéresse moi beaucoup, c'est le fonctionnement du cerveau. Et sur le fonctionnement du cerveau, ce que j'aimerais arriver à faire pour le temps qui me reste, c'est de résumer la biologie ou la vie en une phrase ou deux. Et la conscience et tout ça, qu'est-ce que ça va faire là-dedans? Et ce sont des vrais sujets. Alors, j'ai été formé par mon maître ami, camarade Marc-Henri. Donc, on a énormément discuté de ça. Malheureusement, il est mort. Mais l'influence de l'eau, au sens molécule d'eau, est majeure. Et puis, il y a des tas de choses que nous, en tant que médecins, on ne comprend pas. Si vous prenez un exemple que j'adore donner, quand tu prends des verres relativement simples, VERS, dans l'eau qui s'appelle des planaires, tu peux les dresser à prendre la troisième à droite et la deuxième à gauche dans un petit labyrinthe pour aller trouver de la nourriture. Après, tu leur coupes la tête. Ces planaires survivent. C'est un peu comme les lézards. La tête repousse. Et avec la nouvelle tête, ils se rappellent du chemin. Donc, est-ce que les fonctions cérébrales sont dans la tête? Si oui, où et comment, ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser et pour lesquelles on n'a pas encore la réponse, mais où il y a une part probablement d'intelligence ou de transgression pour arriver à comprendre que très probablement, ce n'est pas dans le trajet des neurones que se passent tous les paramètres de l'intelligence. Voilà. C'est quand même encore un grand domaine de recherche que celui du fonctionnement cérébral. Oui, mais tu sais où tu y arrives dans ce genre de problématique en un an ou deux, ou tu n'y arrives jamais. Le cancer était censé être un problème majeur, complexissime. Moi, j'y ai mis 40 ans, mais au fond, on arrive avec des choses extrêmement simples. Tu brûles, tout va bien. Tu brûles pas, tu fais de la masse, et tu fais des maladies, et tu prends du bleu ou un équivalent, tu fais plus, et tout s'améliore. Je veux dire, ça résume brutalement 40 ans de boulot. Mais le fonctionnement du cerveau, comment ça marche, c'est une vraie question. Et où l'origine de la vie, ce sont des vraies questions.
Et donc, c'est le même principe de tu brouilles pas qu'on pourrait trouver dans les pathologies psychiatriques. Tu parlais tout à l'heure de la dépression et de la Les psychose pathologies maladie déficit. psychiatriques, ça, on soumet un papier, c'est clair. Les pathologies psychiatriques, ça, on le sait depuis longtemps. Tu prends les crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, tu les déclenches avec une respiration rapide. Et l'oxygène n'arrive pas aux poumons parce que ça bouge, mais beaucoup trop vite pour qu'il y arrive. Et donc, tu te places en anoxie, tu sécrètes de l'acide lactique, tu fais ta crise d'angoisse. Donc, la crise d'angoisse, c'est une mauvaise combustion du sucre, ça c'est clair, il y a plein de données. Et tu retrouves la même chose dans toutes les maladies psychiatriques, tu retrouves des dégâts mitochondriaux, c'est-à-dire que le cerveau n'est plus capable de brûler, et quand tu arrives à refaire brûler par du bleu ou quelque chose d'équivalent, les gens vont mieux. Donc, les maniaco-dépressifs ou les schizos, enfin toutes ces maladies qui souvent se recoupent un peu l'une les autres, ce sont des maladies métaboliques simples. Alors, évidemment, les psychiatres sont ou des analystes à la Freud ou des spécialistes des neurotransmetteurs. J'étais récemment invité à un colloque de psychiatrie. Quand tu leur racontes que c'est une histoire de digestion du glucose et que ça touche à de la physique quantique au niveau mitochondrial, tu arrives un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais il y en a qui comprennent. Et au fond, là aussi, on peut imaginer que si la société s'en donne les moyens, on puisse régler ces problèmes. Mais ça revient à des choses du domaine du bon sens. Quand quelqu'un est dans une phase maniaque, on dit qu'il chauffe. Chauffer, ça veut dire que le rendement énergétique est trop fort. Oui, ça c'est intéressant. Il y avait aussi une émission qu'on avait faite avec Sabine Azan concernant le microbiote intestinal, et elle avait aussi abordé le problème des pathologies psychiatriques, notamment avec une publication sur un cas d'autisme qu'elle avait réussi à gérer, alors non pas avec de l'ivermectine ou du bleu de méthylène, mais avec simplement les matières fécales de la maman. Donc il y a quand même énormément, en ce qui concerne les pathologies psychiatriques, de possibilités d'exploration pour pouvoir soigner au cas par cas les patients. Et alors je suis un peu surpris, oui, que les psychiatres ne s'intéressent pas davantage à ces anciennes molécules et qui ne cherchent pas plus à en savoir, à savoir davantage sur des molécules comme le bleu de méthylène. Parce qu'après ta publication, ta présentation, il y a eu des personnes quand même qui sont venues te voir et qui se sont dit oui, on va tester, ça coûte rien, ça mange pas de pain, ou est-ce que c'est le blackout complet? Non, mais si la présentation que j'ai faite, c'est devant des psychiatres à Crans-Montana, ils ont compris qu'il se passait quelque chose, mais c'est toujours la même chose. Ce sont des universitaires qui ont leur protocole de recherche, leur façon de faire. Quand tu arrives en leur disant coucou les copains, c'est là que ça se passe, c'est pas là. C'est pas toujours évident pour eux de savoir quoi faire. Moi, je crois beaucoup aux résultats cliniques. Et au fond, on passe des données dans la population, les gens en font ce qu'ils peuvent. Le bleu, ça se trouve à droite, à gauche. Ils essayent sur eux-mêmes et on voit bien ce que ça donne. C'est eux qui font ça. Le problème de la psychiatrie, c'est que, moi, je suis pas psychiatre et j'ai pas ces maladies au bout des doigts, mais c'est les problèmes d'interaction médicamenteuse, parce que les antidépresseurs sont pratiquement tous des dérivés du bleu de méthylène. Donc, tout ceci a un risque d'interaction que je ne sais pas maîtriser. Oui, d'accord. Mais ça voudrait dire que si on voulait arrêter les antidépresseurs chez les patients et les mettre au bleu de méthylène, il faudrait garder le bleu de méthylène à vie. Un peu comme on a des antidépresseurs à vie. Probablement ces maladies-là. Tu as deux maladies psychiatriques qui sont différentes. Tu as le début de la maladie, où au fond c'est une inflammation aiguë du cerveau. Là, tu peux imaginer un traitement qui règle ce truc-là, mais quand tu passes en phase chronique, ce sont des traitements sur la durée longue, comme le cancer. Nous, on a actuellement, on ralentit les cancers, on les guérit pas.
ça ne disparaît pas, mais les gens vivent. Et au fond, c'est ce que les gens veulent. Alors, est-ce que tu as une expérience aussi sur des pathologies comme les maladies auto-immunes, qui sont quand même très fréquentes dans notre société? Moi, je suis un homme d'équation, donc le gros de mon temps, c'est avec les physiciens de mettre tout ça en ordre pour avoir les idées claires. Et c'est difficile d'avoir les idées claires. Ce que j'ai vu, c'est ce qu'on appelle Covid long, ou des gens qui ont des syndromes de fatigue chronique. Tu les mets sur bleu, régime pauvre en sucre et éventuellement de l'acide lipoïque, tu les réveilles. Ça, j'ai vu. Les maladies auto-immunes, j'ai pas d'expérience. Mais il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Alors, sous quelle forme on donne le bleu de méthylène? Sous forme liquide? Alors, moi, j'aime bien sous forme de médicaments sous prescription. Donc, moi, je vois peu de malades, mais prescription. Alors, les doses varient selon les maladies. Pour les cancers peu évolutifs, type cancer de la prostate et tout, des doses de l'ordre de 75 mg suffisent. C'est des doses que tu peux mettre dans un syndrome de fatigue chronique ou un truc comme ça. Et si tu as affaire à une maladie plus lourde, tu peux monter à des doses plus importantes de l'ordre du gramme. D'accord, et ça, c'est à moyen et long terme? Sur la durée. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à une personne qui a eu un cancer, qui s'en est sorti par des traitements traditionnels, hein, chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie, mais qui redoute une chose et que son oncologue redoute également, c'est la récidive à moins de 5 ans. Pour avoir fréquenté beaucoup de stages de cancérologie, ne manque pas d'arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter cette récidive? Je ne peux pas te répondre parce qu'il n'y a pas de données claires, nettes dans la littérature. Ce que je peux essayer, ma façon à moi de raisonner, c'est où est le risque. C'est pas la même chose si tu as quelqu'un qui a de nombreux ganglions, dont le cancer a passé la séreuse, dont tu sais que le risque de récidive est à 90%, que pour la personne dont le risque de récidive est à 10%. Si le risque est à 90%, moi j'aurais tendance à pousser sur le même genre de traitement que le cancer métastatique, c'est-à-dire de fortes doses de bleu, ivermectine, acide lipoïque, hydroxycitrate, dioxyde de chlore. Voilà. Mais tout ceci est à améliorer et ainsi de suite. On est dans un monde mouvant. Tu le vois sur la politique, où tout d'un coup les choses bougent à droite, puis après elles bougent à gauche. Et en médecine, le mode de raisonnement est le même que quand j'étais étudiant en médecine. Quand on fait une prise de sang à 3 poils près, c'est la même que celle que je faisais quand j'avais 20 ans. Ça n'a pas bougé. L'imagerie n'a pas changé. On fait des scanners ou des IRM, mais au fond, c'est le même principe. Et dans aucune de ces examens, on mesure les choses importantes qui sont les forces. Et tout ça manque. Donc, est-ce qu'on peut arriver à mesurer ce que j'appelle grossièrement la pression électronique? Est-ce qu'on peut arriver à mesurer les contraintes de cisaillement, ce genre de choses? C'est les éléments dont on a besoin, nous, pour définir du traitement. Et pour l'instant, on est en aveugle. Ouais. Je dirais que d'abord chercher à limiter tout ce qui est inflammation, notamment au niveau de l'alimentation. Tu parlais du sucre tout à l'heure. Avec le docteur Barly, dans une autre émission, on parlait de ce qu'il évoque lui comme des poisons blancs. On lui parle des sucres, notamment les sucres raffinés, mais aussi les farines raffinées, les protéines de lait de vache, même si on n'est pas intolérant. Il met même au même point ces 3 poisons blancs avec un quatrième. Ça explique bien les choses et ça met bien les 3 premiers en perspective. Le quatrième, pour lui, c'est la cocaïne. Alors évidemment, très peu de personnes parmi ces patients et parmi les nôtres sont addicts à la cocaïne, mais c'était pour bien expliquer à quel point ces poisons blancs étaient à éviter, voire à limiter, voire à éviter, surtout quand on a été atteint d'une pathologie inflammatoire comme celle
du cancer. Il y a une chose dont on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est peut-être pas non plus ta partie, c'est tout ce qui est vitamines. On connaît le rôle sur le système immunitaire de la vitamine C, de la vitamine D, le tout adjoint avec leurs différents cofacteurs, que sont les vitamines du groupe B, que sont le magnésium, le sélénium. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais je pense que c'est aussi important de pouvoir augmenter ses capacités immunitaires de façon relativement simple avec ces molécules-là. Je vais te répondre. On vit sur des constructions mentales. On a le cancer, c'est les mauvaises cellules. On a les bonnes cellules, c'est le système immunitaire. Mais tout ça, c'est une construction. Les cellules, elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont malades ou pas. Elles brûlent ou elles fermentent. Au fond, nous, ce qu'on a essayé, c'est de bloquer la fermentation cancéreuse. Alors, on a une liste de molécules, tu les as compris, mais il y en a plein d'autres. Moi, sur la vitamine C en intraveineux, j'ai des patients qui l'ont fait, j'ai jamais rien vu. Comme je n'ai jamais rien vu sur les produits Beljanski, peut-être j'ai mal regardé ou ainsi de suite. Par contre, sur le bleu ou ce genre de choses, je vois des choses. Donc, il est important de colliger les données. Il est important que l'on mette tout ça ensemble et qu'on essaie de voir ce qui se passe pour qu'on soit tous ensemble d'accord sur le meilleur traitement. Au fond, le traitement pour finir le cancer ou pour y comprendre quelque chose, on n'a pas besoin de milliers de gens. Ce sont des maladies tellement épouvantables, et tu le sais comme moi, tu as quelques malades ou quelques dizaines de malades, ça suffit largement pour savoir si tu as touché la cible ou tu n'as pas touché la cible. Et moi, ce que j'espère, c'est que tout ça se mette en route. Alors, j'ai été surpris comme toi quand tout d'un coup j'ai entendu parler de Bruce Willis. Non, c'est pas Bruce Willis. Mel Gibson. Je ne sais pas si tu as entendu. Il y a une huitaine de jours qui a dit vous prenez du mébendazole, du bleu de méthylène, du dioxyde de chlore et de l'ivermectine, donc 3 des 4 molécules que j'utilise, et les cancers des copains ne poussent plus. Et si tu fais des effets d'annonce comme ça, quelques-unes, les gens, ils auront compris. Ils ne sont pas tous accros à la chimio. Oui, cette révélation a fait l'effet d'une bombe, hein, parce qu'il y a eu tout de suite des millions et des millions de vues à travers le monde. On va bien préciser ici, parce qu'on ne l'a pas fait dès le départ, que cette émission ici n'est pas du tout faite pour que vous arrêtiez votre traitement et que vous arrêtiez le suivi avec votre médecin, votre cancérologue. Hein. Ce sont simplement des pistes que l'on aborde, mais surtout n'arrêtez pas votre traitement pour vous précipiter sur le dioxyde de chlore ou l'ivermectine que vous allez acheter en pharmacie ou sur Internet. Hein. Il est important de conserver votre suivi et de travailler en bonne intelligence avec vos médecins. C'est possible. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter concernant les molécules simples? Oui, j'ai une question à te poser. Est-ce que, d'après toi, l'évolution actuelle de la médecine, toi qui es quand même bien baroudé, comment est-ce que tu vis cette situation actuelle avec la tension qu'on a dans nos hôpitaux, dans notre système de santé, avec des remboursements manifestes? Et est-ce que tu as l'impression, oui, que les choses vont tout de même s'arranger? Est-ce que tu partages mon optimisme sur la suite, c'est-à-dire que les patients vont avoir de plus en plus besoin de personnes qui vont les accompagner dans leur processus de santé, mais de façon sans doute plus simple. Bien sûr, la technologie sera là et on ne l'éliminera pas, et on n'a pas l'intention de l'éliminer comme ça, mais peut-être qu'un tri va se faire entre ce qui est de la bonne médecine, du bon soin, et puis d'autres choses qui n'a pas plus forcément son utilité. Est-ce que tu partages mon optimisme? Moi, je vais te répondre à ma façon. Le système de soins, je suis en dehors des clous pour te répondre. Je suis plus dedans. Mais au fond, on est ruiné. Et toute société décente aide les gens qui sont malades. Et il y a des médicaments qui ne coûtent rien et qui probablement sont infiniment plus efficaces que les traitements qui existent avant. Donc tout ceci va bouger. Quand, comment,
Kennedy, pas Kennedy, ou les ministères de la Santé français, ce qui va bouger, j'en sais rien. Mais j'espère que tout ceci va se secouer relativement rapidement. Je te remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup, Laurent. Chers amis, on va interrompre là parce que le docteur Laurent Schwartz a d'autres obligations pour aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu plus court que d'habitude. On va vous demander si cette émission vous a intéressé de la relayer, de ne pas hésiter à la diffuser sur les réseaux. Et puis, je vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine pour de nouvelles aventures santé et médecine. Et croyez-moi, on n'a pas fini d'explorer les différentes facettes de notre santé. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Pensez aussi à sortir, à éteindre la télévision, aller dans la nature. Même s'il ne fait pas très chaud, je vous rassure que ça revigore et ça va faire du bien à votre santé en règle générale et à vos mitochondries. Merci beaucoup, Laurent. À très bientôt. Au revoir.